Sans la censure, c'est plus facile de s'exprimer. Bienvenue à tous sur le Corbeau MTV. Je suis très heureux de vous recevoir comme d'habitude. Merci beaucoup pour vos commentaires très précieux sur ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon parcours, enfin, après plusieurs demandes de votre part. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent aussi, je vais vous parler donc de Vincent Labrune, je vais vous parler de José Anigo, je vais vous parler de Didier Roustan, de René Malville, toutes ces personnes qui ont fait partie de mon parcours. Évidemment, je vais vous parler aussi de ma censure, que ce soit par TF1, par le site Le Phocéen, durant mon parcours de journaliste et supporter. Donc, plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite, n'oubliez pas à prendre 2 secondes de votre temps pour vous abonner, c'est très important. L'avenir de la chaîne en dépend bien évidemment, il dépend de vous. Il est de retour, le cadre, le jour de gloire, il est ici, bien au chaud, bien au frais. Il est bien accroché sur le mur. Donc la une pour la victoire de l'OM le 26 mai 93. Très important d'avoir vos retours et c'est très précieux. J'ai été encore une fois très surpris, très agréablement surpris de vos commentaires et de vos retours sur ma dernière vidéo. Bien évidemment, il n'est pas question de cracher sur le passé de l'OM. Vous l'avez tous très très bien compris, je vous en remercie. Mais bien au contraire, de faire de ce passé une force et non plus une faiblesse comme on a eu tendance à le faire. Ça passe bien évidemment par le fait de penser à notre présent, de penser à notre futur. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de mon parcours de journaliste et supporter, de tout ce que j'ai pu traverser à travers ces années, justement, tout ce qui m'a amené là devant vous aujourd'hui. Donc je vous parlerai de tout ça et je vous parlerai bien évidemment de tout ce qui a fait que je suis devenu indépendant et que j'ai dû créer mes propres médias. Donc ce parcours, il a commencé, si vous voulez, sur plusieurs sites qui n'existent plus aujourd'hui, notamment Planète Marseille pour ceux qui l'ont connu, les sites OM Planète aussi. Donc j'étais parmi les membres les plus importants de ces sites, donc j'ai contribué très largement à ce qu'ils se développent, ils existent, à titre de pure passion en tant que supporter. Et par la suite, donc au début des années 2000, quand le Phocéen n'était pas encore très connu et qui voulait s'imposer justement parmi la communauté OM comme le site numéro 1 des supporters de l'OM et le site numéro 1 sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai fait partie des membres les plus importants du site, tout en restant heureusement à l'époque anonyme. Donc j'ai contribué de manière totalement bénévole et mon objectif à ce moment-là, c'était de me lancer dans le journalisme sportif et étant passionné par l'Olympique de Marseille, mon plan de carrière était très clair. Devenir d'abord journaliste sportif autour de l'Olympique de Marseille et ensuite travailler pourquoi pas plus tard à l'OM, puisque l'intérêt du club a toujours été ce que j'ai défendu et a toujours été mon objectif. Alors, sur le Phocéen, c'est très simple. À l'époque, on était encore plein boom des sites internet. Donc, j'ai contribué très largement à ce que ce site soit connu parmi les supporters de l'OM de manière totalement bénévole. Donc, j'animais les forums sur le site. Je contribuais évidemment également à rédiger des articles. Donc, j'avais mon propre espace sur ce site où je rédigeais mes articles. Ma spécialité, c'était notamment les articles immersifs de matchs, en fait, de l'Olympique de Marseille. Ça m'arrivait, en tant que supporter, de faire des déplacements européens, de faire des déplacements aussi en France, et donc de restituer ces déplacements-là et ces matchs-là de manière immersive pour les supporters et de manière totalement bénévole. Ce qui a vraiment métamorphosé mon parcours, ça a été ce que vous voyez ici, c'est la vente de Drogba en 2004 par Christophe Boucher, qui s'en est suivi, c'est-à-dire la crise sportive pour l'Olympique de Marseille, la crise de résultats, et l'envahissement durant la saison suivante de la tribune présidentielle qui a précipité en fait le départ de Christophe Boucher, qui était président de l'Olympique de Marseille. Donc ce transfert-là, il a tout changé pour moi en tant que supporter parce que je l'ai vécu presque comme un deuil familial. Ça a été dramatique pour moi et je pense comme pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille à l'époque, ça a été un véritable drame. Et je l'ai vécu aussi très mal en tant que journaliste puisque je faisais mes débuts à l'époque dans le journalisme sportif autour de l'Olympique de Marseille, et c'est là que j'ai compris combien une seule décision, une seule mauvaise en fait décision d'un dirigeant de l'OM pouvait avoir des conséquences dramatiques sur mon club de cœur,
l'Olympique de Marseille. Là que j'ai commencé un travail d'analyse, à répertorier toutes les erreurs d'analyse qui pouvaient être faites par les dirigeants de l'OM et par effectuer un travail en profondeur en plus donc des analyses de matchs et des analyses de déplacement et des analyses de joueurs qu'on peut faire de manière totalement classique quand on veut donc faire du journalisme sportif. À cette époque-là, donc au début des années 2000, petit à petit, donc j'ai fait mon trou sur ce site. J'étais un membre respecté du site, très apprécié, avec des articles qui étaient tout le temps mis à la une parce qu'ils étaient très très vus et très appréciés par les supporters de l'Olympique de Marseille. À l'époque, j'avais un autre pseudonyme qui était Drogba 2004, donc en rapport avec ce que je viens de vous expliquer. Donc petit à petit, j'ai connu des personnes importantes sur ce site, et notamment René Malville. Donc René Malville, je pense que vous le connaissez tous. C'est un supporter historique de l'Olympique de Marseille, un supporter très médiatique et très médiatisé à l'époque. Donc j'en profite pour dire bien évidemment la sympathie que j'avais pour lui, et voilà, je souhaite de reposer en paix. Donc, je l'ai connu à ses débuts en fait sur le Phocéen. À l'époque, il n'avait pas encore sa minute sur le site. Je pense que tout le monde connaît la minute de René Malville, avec laquelle le site Le Phocéen s'est fait véritablement connaître, parce qu'à l'époque, le site n'était pas connu à ce point-là. C'était juste un site comme les autres qui était plus ou moins à ses débuts. Donc, on a sympathisé avec René Malville à l'époque. J'ai été, on peut dire, son mentor sur le site. Je lui ai tout appris, en fait, comment utiliser le forum, comment créer son propre espace, parce qu'à l'époque, il avait aussi son propre espace sur le site et son propre blog, où il écrivait ses articles, ses réactions à chaud, etc. Donc il faisait pas encore sa minute vidéo comme vous la connaissez tous. On a sympathisé, parfois on restait jusqu'à 2h, 3h du mat en train de parler de l'Olympique de Marseille, comment on voyait les choses, quel compo on voudrait mettre, quels joueurs on appréciait, enfin des discussions classiques de supporters comme on en a tous. Et donc on est devenu presque amis en fait sur ce site-là. Et il y a eu un point de bascule en fait du jour au lendemain avec le site Le Phocéen. Au bout de plusieurs années, a été en fait un article que j'ai rédigé sur José Anigo, qui était alors directeur sportif de l'Olympique de Marseille. J'avais répertorié à l'époque parce que, comme je vous l'ai dit, je m'intéressais vraiment au processus décisionnel et à toutes les décisions qui étaient prises par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Et j'ai réalisé petit à petit que José Anigo, il faisait un travail qui était pas du tout bon et bénéfique pour l'Olympique de Marseille en tant que directeur sportif, puisque j'avais répertorié 47 recrues à l'époque, 47 recrues, qui étaient un flop total donc pour l'Olympique de Marseille en un laps de temps vraiment très court. Et donc j'avais publié un article où je l'interpellais, donc qui était presque une lettre ouverte, et que j'avais intitulé Je m'adresse à toi, José Anigo. Du jour au lendemain, donc quand j'ai publié cet article, il a été mis automatiquement en fait en une du site, parce que c'était les vues à l'époque des visiteurs et des viewers, comme on dit, qui comptaient pour le site pour être mis en une du site. Et donc le lendemain, je me réveille, il y avait un système de notation en fait des articles sous forme d'étoiles. Et j'avais tout de suite 5 étoiles en revenant le lendemain matin avec plusieurs milliers de vues. Ça avait fait un buzz monumental et ça avait été repris par plusieurs sites à l'époque. Donc tout de suite, donc j'ai compris que effectivement l'article avait pris beaucoup d'ampleur, donc ce qui n'était pas là pour me déplaire, puisque énormément de supporters de l'OM à l'époque contestaient le travail de José Anigo. Alors ça se voyait pas dans les tribunes parce qu'il était à l'époque, il tenait les dirigeants des groupes de supporters littéralement. Et il en avait donc, aucun groupe de supporters n'était prêt à critiquer José Anigo à l'époque, parce qu'il avait tout simplement le pouvoir de leur nuire et puis le pouvoir de les intimider. Donc on parle d'une époque où effectivement il a nuit à l'Olympique de Marseille, notamment par la suite avec son conflit avec Didier Deschamps, etc. Donc c'était une époque très compliquée pour l'Olympique de Marseille. Suite à ce succès, donc le lendemain soir, en fait, je reçois des messages de la part de l'équipe du site, intimidant, en fait, me disant que j'avais José Anigo dans le viseur, que j'entamais une croisade contre lui, etc. Alors que le rôle de journaliste, c'est pas du tout ça. Et le rôle du journaliste, en fait, c'est comme le dit la Charte de Munich, qui est le document de référence en matière de déontologie journalistique,
auquel d'ailleurs doit se référer n'importe quel journaliste qui se respecte, c'est respecter la vérité et le droit du public à la connaître. Donc moi je me suis toujours basé sur ça, j'ai toujours eu une ligne de conduite qui était celle-là, et je me suis pas laissé intimider. Donc l'équipe du site m'a clairement fait comprendre que je devais arrêter d'écrire sur José Anigo, qu'ils en étaient proches, et que, bien évidemment, craignant pour leurs privilèges, notamment les accès aux conférences de presse et tout, il fallait absolument que j'arrête de critiquer José Anigo, en gros que je dise que tout était beau, tout était gentil et qu'il faisait un travail extraordinaire. Ce que j'ai bien évidemment refusé. Donc ils m'ont banni une première fois du site pendant 2 mois. Donc j'ai trouvé bien évidemment le temps long, et en revenant, j'ai dit qu'il était hors de question de me laisser intimider, et c'est pour ça que j'ai décidé de rompre littéralement en fait tout engagement et de rompre mon lien avec ce site-là. Et là où je reviens sur René Malville, c'est que c'est quelqu'un que je respecte et que je respecterai toujours, et je lui souhaite bien évidemment de reposer en paix, parce qu'en fait, il a toujours été clair et honnête en me disant, quand je lui parlais de José Anigo et de son travail, et que je l'interpellais sur ça, il m'a toujours dit une phrase très simple, il m'a dit « José Anigo, c'est mon ami, et pour ça, je peux pas me permettre de le critiquer ». Et j'ai toujours respecté ça, il y a aucun problème. En fait, quand les règles sont claires dès le début, il y a aucun souci, et je respecte ça beaucoup plus que le fait de mettre des coups bas et de censurer et de te supprimer d'un site internet simplement parce que tu cherches à pratiquer un journalisme et un supporterisme intègre et de bonne foi. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ma vision elle a totalement changé du journalisme sportif. Évidemment, j'ai réalisé que l'environnement médiatique autour de l'Olympique de Marseille n'était pas bon, puisque j'ai reçu aucun soutien à l'époque de la part d'un quelconque média. En tout cas, je parle des médias mainstream autour de l'Olympique de Marseille. Et ça m'a énormément déçu, puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'avais pas d'avenir en fait dans le journalisme sportif par rapport à l'Olympique de Marseille, et que il suffisait tout simplement de critiquer le travail d'un dirigeant pour être écarté et mis de côté. Et c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Alors bien évidemment, j'avais une autre option, c'était me taire, me la fermer, comme on dit, style it. J'avais cette option-là, mais je l'ai pas fait, et j'aurais pu bien évidemment être aujourd'hui en conférence de presse avec tous les journalistes qui assistent aux conférences de presse de l'OM, et je dis pas que tous ont eu le même parcours que moi. Et pour faire ça et pour être dans ces salles-là et dans ce contexte-là, il fallait bien évidemment me taire et ne pas aborder certains sujets. Et moi, pour moi, ce qui a toujours compté, ça a toujours été l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Et il était hors de question pour moi de filtrer ou de sélectionner les sujets sur lesquels je devais parler, puisque pour moi, dès qu'il y a l'intérêt de l'Olympique de Marseille qui est concerné, je suis concerné, comme je vous l'ai expliqué bien avant. À partir de là, j'ai choisi de devenir indépendant. Donc, quand j'ai été censuré, ma première démarche, ça a été de créer ma page Facebook. Donc vous la retrouverez ici, c'est le Corbeau Phocéen. Je pense que c'est le premier média sur lequel je me suis fait connaître après ma censure, donc sur le Phocéen, où j'étais quand même déjà pas mal connu, voire très connu. Et donc j'ai décidé d'être indépendant. J'ai compris que le journalisme sportif autour de l'Olympique de Marseille, ça serait compliqué pour moi. Et donc j'ai créé mon propre média pour continuer à m'exprimer. Donc bien évidemment, quand je vous parle de José Anigo, c'était plus possible de critiquer sur le plan médiatique. C'était pas possible de le faire non plus au stade, puisque malgré le fait que j'étais abonné en Virage, dès qu'il y avait la moindre banderole, elle était arrachée littéralement. Les supporters qui critiquaient José Anigo étaient intimidés littéralement par les groupes de supporters, ou en tout cas par les leaders des groupes à l'époque. Et donc, il était littéralement impossible de critiquer José Anigo. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Hormis le fait de créer son propre média, la contestation, elle finit par se refléter dans la rue. C'est ce qui s'est passé, puisque après la création de ma page Facebook, j'ai appelé à ce qu'on manifeste contre José Anigo dans la rue, ou plutôt sur le parvis du Vélodrome. Et c'est ce qu'on a fait, donc avec plus d'une centaine de supporters marseillais. Vous pouvez retrouver la vidéo ici. On avait manifesté lors de l'OM3 pour exiger le départ de José Anigo. Toujours vanté en fait d'avoir recruté Mathieu Valbuena, qui était à l'époque le meilleur joueur de National et qui avait
le meilleur nombre d'étoiles France Football en tant que joueur de national, donc c'était pas non plus une trouvaille. Et Steve Mandanda, donc sur plus de 47 joueurs répertoriés qui étaient littéralement des chèvres, qui ont littéralement rien apporté à l'Olympique de Marseille sur le plan sportif et qui ont peut-être fait le bonheur de leurs agents et de toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, mais certainement pas de l'Olympique de Marseille. Et je pense que tout ce travail que j'avais déjà entamé, le fait que j'avais été censuré, etc., la création de ma page Facebook qui avait à l'époque énormément d'écho, ça a abouti à un écho médiatique, forcément. Et donc, à l'époque, j'avais plusieurs chaînes de télévision qui souhaitaient m'interviewer et me demander mon point de vue sur l'Olympique de Marseille, sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. À l'époque, en 2013, on sortait du conflit donc Anigo-Deschamps, et on peut dire que c'est Anigo qui a gagné ce conflit grâce aux manipulations des virages notamment, pour exiger le départ de Didier Deschamps. Et bien évidemment grâce à Vincent Labrune, dont je vais reparler un peu plus loin dans cette vidéo, qui avait validé en fait le départ de Didier Deschamps et qui avait donc validé le fait que Didier Deschamps parte au profit de José Anigo. Donc lui, ce qu'il avait fait, il avait laissé complètement le conflit pourrir entre les deux et il avait épuisé complètement Didier Deschamps, et forcément quand tu ne tranches pas, tu tranches en faveur du plus fort, qui était à l'époque José Anigo, avec ses relais médiatiques dont je viens de parler, avec ses relais au stade, où il était soutenu par les dirigeants de groupe qui bien évidemment voyaient leurs intérêts avant tout. Et donc ça a entraîné le départ de Didier Deschamps. Et moi ça je l'ai jamais accepté, et je pense que l'OL ne s'est jamais vraiment remis du départ de Didier Deschamps. La saison 2012-2013 a été très compliquée bien évidemment pour lui, mais c'est exactement comme maintenant en 2025-2026. Quand vous avez en interne des gens qui tirent dans le sens contraire de l'intérêt du club, pendant que l'entraîneur est en train, lui, de faire de son mieux, forcément, vous aboutissez à une situation catastrophique. Donc on avait des conflits internes qui pourrissaient littéralement l'Olympique de Marseille. Parce que c'est facile de dire aujourd'hui, oui, mais à l'époque, Deschamps, il avait enchaîné des défaites. Oui, il avait enchaîné des défaites, mais il y avait des raisons à ça. Il y avait le fait que, à l'époque, Mamadou Niang était parti à Fenerbahçe contre l'avis de Didier Deschamps. Lui, à l'époque, Didier Deschamps, son idée, c'était d'associer Luis Fabiano, qui était l'attaquant de Séville, de le mettre en pointe et de mettre à gauche Mamadou Niang. Lui, c'était ça son idée. Et José Anigo, qui avait pour ami Jean-Christophe Cano, l'agent d'André Pierre Gignac, pour lui, c'était hors de question. Il avait refusé de négocier à l'époque l'arrivée de Luis Fabiano. On était vraiment face à quelqu'un qui était prêt à tout, en fait, pour défendre son intérêt contre l'intérêt du club. Donc moi, j'ai toujours répertorié ça, contrairement aux médias locaux à l'époque. Vincent Labrune. Alors Vincent Labrune, c'est simple. On l'a connu donc à son arrivée à l'Olympique de Marseille au conseil de surveillance, donc en 2008. Très rapidement, on a senti l'odeur de la poudre, puisque en étant en conseil de surveillance, il a attaqué notre cher et regretté président Pape Diouf. Et il a fini par obtenir sa tête. Puis Pape Diouf est parti de l'Olympique de Marseille, et 3 semaines après, il y avait Robert Louis Dreyfus qui était décédé. C'est-à-dire que Vincent Labrune a réussi à convaincre Robert Louis Dreyfus sur son lit de mort de faire partir Pape Diouf. Et l'Olympique de Marseille n'a plus jamais eu de président comme Pape Diouf, et tous les problèmes que l'Olympique de Marseille a eu par la suite, c'est dû à ça en fait, à ce départ et à Vincent Labrune. Alors je vais revenir sur la censure dont j'ai été victime par TF1 et l'émission Téléfoot. Donc comme je vous l'expliquais, j'ai fait tout ce travail de manière totalement indépendante, notamment sur mes propres médias, suite à mon départ du Phocéen, et j'ai réussi à me faire connaître. Donc TF1 m'a sollicité par l'intermédiaire de son journaliste Florent Baudin à l'époque, pour une interview. Donc c'était un jeudi soir, c'était après tout ça, après les manifestations, etc. contre José Anigo. Et donc j'avais enregistré l'interview en une seule prise avec les équipes de TF1 qui s'étaient déplacées pour avoir mon avis et me demander ce que je pensais de ce qui se passait à l'Olympique de Marseille.
Et c'est vrai que donc à ce moment-là, il m'avait aussi demandé, parce qu'il commençait à s'intéresser aussi à mon travail, il m'avait demandé de refuser les sollicitations des chaînes concurrentes. Et j'avais reçu donc des sollicitations, notamment de Canal+, qui est pour moi la vraie chaîne du football français. Et j'avais refusé parce que je leur avais donné ma parole, j'avais donné ma parole à TF1, que je donnerais pas d'interview et que je donnerais une interview uniquement à leurs médias. Donc c'était pour l'émission Téléfoot. Ce que vous devez savoir, c'est que Vincent Labrune était très proche de TF1 à l'époque, et il a toujours été d'ailleurs. Au début des années 2000, en fait, les mentors de Vincent Labrune, ça a été notamment Jean-Luc Delarue, mais aussi TF1, avec les dirigeants de TF1, le PDG de TF1, donc qui était Patrick Lelay, et Étienne Moujotte, qui était le vice-président de TF1, qui étaient les mentors de Vincent Labrune et pour lesquels il était l'attaché de presse donc de TF1. Donc le fameux Vincent Labrune, il était l'attaché de presse en fait des deux personnages les plus importants de la chaîne de TF1. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que donc moi, dès que j'ai révélé donc mon interview sur ma page Facebook, que mon interview allait être diffusée, je l'ai révélé samedi soir, donc quand l'interview était enregistrée, le journaliste m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème et que je pouvais attendre samedi soir pour révéler l'information sur mes réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait et malgré ça, donc j'ai appris le lendemain, donc le président de l'OM et la direction de l'OM avaient appelé la direction de TF1 pour demander à ce que je sois censuré. Et donc moi, dimanche matin, tout content, j'allume la télé pour voir mon interview dans Téléfoot, qui était censé me propulser, en tout cas me repropulser dans le milieu du journalisme, et encore à beaucoup plus grande échelle que le Phocéen. Je vous laisse imaginer, parce que c'est les audiences à l'époque de Téléfoot, on parle de facilement de millions de téléspectateurs. Et donc ça aurait facilement fait de moi un journaliste, en tout cas un personnage influent sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et mon erreur, ça a été de croire le journaliste en fait qui m'a dit que je pouvais révéler l'information samedi soir quand tout serait enregistré et que mon interview serait dans la boîte. Donc moi, j'avais réalisé mon interview le jeudi en 2013. J'avais réalisé mon interview le jeudi en une seule prise. D'ailleurs, les journalistes m'avaient félicité parce qu'il n'y avait pas eu besoin de refaire de la refaire une deuxième fois. Ou le lendemain, en ouvrant la télé, je vois que je suis pas, j'appelle le journaliste et j'apprends ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le président de l'OM et la direction de l'OM avaient appelé en catastrophe la direction de TF1 pour demander à ce que mon interview soit coupée, littéralement coupée au montage. Et donc à partir de ce moment-là, moi j'avais déjà vécu ma première censure donc par le Phocéen, deuxième censure par TF1. Pour moi, ça faisait trop. Donc j'ai compris que j'étais en fait vraiment l'élément qui dérangeait et que voilà, c'était strictement impossible de critiquer des mauvaises décisions faites contre l'intérêt de l'OM. Parce que moi, ce que j'expliquais simplement, c'est que départ de Pape Diouf contre l'intérêt de l'OM, départ de Didier Deschamps, le fait que José Amigo reste contre l'intérêt de l'OM, le fait que José Amigo à l'époque avait dit qu'il se mettrait dans les valises de Pape Diouf si jamais il venait à partir. Au final, il est resté et il a laissé les valises de Pape Diouf en l'état. Et il a accepté l'offre de Vincent Labrune qui était de porter son contrat à 60 000 € en CDI pour rester à l'Olympique de Marseille et pour avoir en quelque sorte une caution marseillaise à laquelle il tenait avec José Amigo. Voilà, donc c'était pas forcément une question sportive ou de compétence, puisque dès José Amigo, il y a des gens 1000 fois plus compétents que lui, mais c'était une question d'influence et de caution marseillaise, malheureusement. Et donc ça aussi, ça faisait partie des choses que j'avais critiquées à l'époque et qui n'étaient pas du tout dans l'intérêt du club. Je reviens sur Pape Diouf, c'est que 3 semaines après donc l'éviction de Pape Diouf, on a Robert Louis Dreyfus qui décède. C'est-à-dire que Robert Louis Dreyfus, dont Vincent Labrune était le conseiller à l'époque, il était sur son lit de mort quand Vincent Labrune l'a convaincu de déguerpir, en fait, de dégager littéralement Pape Diouf. Et je pense que l'Olympique de Marseille n'a plus jamais connu, c'est même pas je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on n'a plus jamais connu de président comme Pape Diouf. Et on doit le départ de Pape Diouf à Vincent Labrune, justement. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il se voyait calife à la place du calife très tôt.
Et ce qu'il a fait, donc il avait manœuvré en interne, mais aussi sur le plan des médias, puisque à l'époque déjà, il avait énormément de relais dans les médias, il avait les bons contacts pour diffuser des choses. Il avait notamment publié une dans l'équipe avec 50 000 euros, je crois, pour donner sa version des faits sur une histoire concernant Pape Diouf. Il a nommé Jean-Claude Dacier donc à la présidence de l'Olympique de Marseille en 2009. Donc c'est Jean-Claude Dacier qui a succédé à Pape Diouf. Et là où je vous parle de Jean-Claude Dacier, c'est intéressant, je pense, parce que la femme de Vincent Labrune, c'est là où aussi on voit les liens, si vous voulez, de Vincent Labrune avec la chaîne TF1 et de ses liens avec les médias qui étaient très ancrés à l'époque, dès ce moment-là déjà, puisque Jean-Claude Dacier, c'était le mentor de la femme de Vincent Labrune. Et la femme de Vincent Labrune, elle travaillait à l'époque à LCI, qui fait partie du même groupe que TF1. Il a nommé Jean-Claude Dacier, dont TF1 cherchait à se débarrasser. Il l'a nommé à la présidence de l'Olympique de Marseille à l'époque pour succéder à Pape Diouf et pour préparer en quelque sorte sa présidence à lui, puisque Jean-Claude Dacier, il a simplement servi de transition. Voilà, il n'a pas duré longtemps. Il est parti 1 an avant la fin de son contrat. Et donc Vincent Labrune est arrivé, il est devenu président de l'Olympique de Marseille. Donc là, je vous ai parlé de ça parce que ça rappelle ses liens avec TF1 qui étaient très forts. Et il a suffi d'un coup de fil en fait pour appeler à me censurer, moi qui étais un simple journaliste et supporter de l'Olympique de Marseille, et pour appeler donc à me censurer et à me priver de parole, littéralement, donc faire en sorte que je puisse plus m'exprimer. Et que je ne puisse plus, que au lieu donc me révéler sur le paysage médiatique et de me révéler aux yeux de tout le monde, parce qu'il faut savoir que mon interview, je l'avais réalisée à visage découvert à l'époque, je portais pas de cagoule et j'avais révélé mon visage à visage découvert et j'avais révélé mon identité devant les équipes de TF1. Donc pour moi, c'était le moment où jamais de le faire. Malheureusement, grâce ou à cause de Vincent Labrune, et de ces liens privilégiés avec TF1, j'ai été privé de parole, j'ai été privé de la possibilité de me relever une deuxième fois après ma première censure par le Phocéen. Et donc ça a été un moment extrêmement difficile. Et à ce moment-là, j'ai hésité presque à tout arrêter. Donc voilà, 2 censures, le Phocéen, TF1, des dirigeants, José Anigo, Vincent Labrune, qui font tout pour me faire tomber. Et je salue aussi l'équipe d'OM Passion, donc le site OM Passion, sur lequel je publiais énormément d'analyses à l'époque et d'éditos, puisque j'étais aussi éditorialiste pour ce site-là. Donc je les salue, je sais qu'ils ont connu des moments très difficiles, notamment sous Vincent Labrune, qui avait porté plainte contre eux simplement parce qu'ils s'appelaient OM Passion avec le O et le M. Donc ils ont dû changer leur nom littéralement parce que Vincent Labrune avait porté plainte contre eux. Et donc je leur apporte tout mon soutien. Je sais qu'en ce moment ils traversent une période difficile avec leur site, avec le développement de leur site, etc. Et je leur souhaite de se rétablir. Alors ce qui est génial avec Vincent Labrune, c'est qu'il se fait toujours passer pour le sauveur. Et c'est vraiment le pompier pyromane parfait. Donc lui, à chaque fois, il se présente comme celui qui va te sauver d'un problème qu'il a lui-même créé. Donc à l'Olympique de Marseille, ça n'a pas manqué, puisque les problèmes, ils sont venus avec lui. Il a dégagé Pape Diouf, donc à l'époque, et il nous a amené avec lui plein de problèmes, c'est-à-dire le fait que José Anigo est resté, les conflits en interne, les conflits dans les tribunes, le fait que chaque année, l'actionnaire qui était Margarita Louis Dreyfus devait mettre la main au pot et nous donner des rallonges parce qu'on était en déficit constamment. Ça nous était plus arrivé de pas participer à la Ligue des Champions, en tout cas d'être sur le podium de Ligue 1 depuis 2006 avec Pape Diouf, on enchaînait les podiums. Et lui, il a réussi à faire en sorte que l'Olympique de Marseille disparaisse complètement du podium de Ligue 1 au fil des années. Donc il est resté 5 ans en tant que président de l'Olympique de Marseille. Et au final, on a disparu du podium de Ligue 1. Et il a réussi à nous faire disparaître, en fait, littéralement sportivement, puisque quand il récupère l'Olympique de Marseille, on sort de 5 titres, littéralement. On sort d'un titre de champion de France. Et avec lui, lors de sa dernière saison, on a fini 13e de Ligue 1, donc en milieu de tableau de Ligue 1, presque en luttant pour notre descente avec Michel, qu'il avait nommé à la place de Marcelo Bielsa.
Donc c'est vraiment le pompier pyromane parfait, c'est celui qui se présente comme celui qui va apporter une solution au problème que lui-même il a créé. Donc il a fait exactement la même chose à l'Olympique de Marseille, hein, sa fameuse phrase "il y a pas d'argent, il y a pas d'argent". Vous savez, là il y a la vidéo, je pense qu'on pourra la retrouver. Mais bon, il y a pas d'argent, alors que c'est à cause de lui qu'il y avait pas d'argent. Chaque année, ils vendaient les meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille, donc forcément on baissait sportivement. Qui dit baisse sportive de l'OM dit forcément une baisse financière avec les revenus de la Ligue des Champions et des compétitions européennes qui disparaissent, un engouement qui disparaît. Donc l'OM était fortement en crise quand il a nommé Marcelo Bielsa, entraîneur de l'Olympique de Marseille en 2014-2015. Et ce qui est marrant, c'est que dès sa première conférence de presse à l'Olympique de Marseille, je parle de la première conférence de presse, Bielsa, il menace littéralement de partir. Il dit qu'il avait fortement réfléchi à partir à cause de la Brune, qui avait tenu des engagements auprès de lui qu'il savait qu'il pourrait pas tenir. Donc le miracle, en fait, c'est que Bielsa, il ait fait une saison à l'Olympique de Marseille, parce qu'en réalité, il était censé partir au bout de 3 semaines à cause des mensonges de Vincent Labrune à son égard. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, ou en tout cas, beaucoup de personnes l'ont oublié. Là où je parle de 2014-2015, j'y reviendrai parce qu'à la fin de la saison, forcément, j'ai fait des analyses sur le processus décisionnel et sur les décisions qui ont été prises. Et je me suis fait connaître d'une personne très importante pour moi qui est Didier Roustan, qui repose en paix et pour qui j'ai énormément de respect, qui est pour moi le meilleur journaliste français et qui à l'époque m'avait repéré donc sur les réseaux sociaux grâce à mes articles et notamment mes articles sur Marcelo Bielsa. Alors là où c'est intéressant, avant de vous parler de Didier Roustan, du très regretté Didier Roustan, c'est intéressant de vous parler en fait, de continuer à vous parler de Vincent Labrune, puisqu'il a transposé exactement le même modèle qu'il avait mis en place à l'Olympique de Marseille, il l'a transposé à la Ligue de football professionnel, donc dont il est président, puisqu'il avait promis donc à son arrivée à la tête de la Ligue de football professionnel, il avait promis un peu plus d'1 milliard d'euros de recettes au club de Ligue 1, donc un diffuseur, en tout cas des contrats de diffusion de la Ligue 1 à plus d'1 milliard d'euros, et au final, il n'y a rien eu de tout ça, bien au contraire, ça a été littéralement catastrophique pour le football français, puisqu'il y a eu, après Mediapro qui s'est mis en cessation de paiement et a refusé d'honorer ses engagements, la LFP s'est froissée avec le diffuseur historique de la Ligue 1 qui est Canal+, donc et son président Maxime Saada. Il faut savoir que Maxime Saada, le président de Canal+, il peut pas voir Vincent Labrune en peinture. C'est-à-dire que pour lui, tant qu'il y aura Vincent Labrune à la tête de la Ligue de football professionnel, il n'y aura pas de négociation sur les droits TV. Et pourquoi? Simplement parce que Labrune la lui a mise à l'envers à l'époque. Il avait privilégié Mediapro et il avait littéralement écarté Canal+, et il avait pris de haut même Canal+, au lieu de négocier de manière intelligente. Donc forcément, c'est un mec qui a beaucoup d'ego et qui est rentré dans une lutte d'ego à l'époque avec Maxime Saada. Comme il était rentré dans une lutte d'ego avec Pape Diouf, mais pour des raisons différentes. Et donc Canal+, c'est clair, tant qu'il y aura Vincent Labrune à la tête de la LFP, il n'y aura pas de Canal+, de Ligue 1 sur Canal+. Ce que je trouve regrettable, parce que pour moi, la chaîne numéro 1 du football français, c'est quand même Canal+. Le deuxième point, pour vous présenter aussi le problème Vincent Labrune à la tête de la LFP, c'est que ce mec-là, donc il avait promis plus d'1 milliard d'euros de revenus sur les droits TV de la Ligue 1. C'est absolument pas passé comme ça. Encore une fois, il a agi en homme de communication. Et donc ces revenus ne sont jamais arrivés. Le contrat avec Mediapro ne s'est jamais, en tout cas il s'est concrétisé, mais la Ligue 1 n'en a jamais bénéficié, l'Olympique de Marseille non plus. Et donc le football français s'est retrouvé, également par sa faute, dans une situation d'endettement et dans une situation de crise, notamment pendant la période du Covid. Et lui, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution miracle? Il a vendu les droits de la Ligue 1 à un fonds d'investissement qui s'appelle CVC, donc qui à l'époque a proposé 1,5 milliard d'euros pour acheter 13% des droits de la Ligue 1 à vie.
Voilà. Et ça, pour moi, c'est la décision la plus aberrante qui soit. On n'a jamais vu, en fait, de décision aussi absurde, puisqu'il a littéralement hypothéqué, en fait, l'avenir de la Ligue 1 sur les 100 à 200 prochaines années. C'est-à-dire que tous les dirigeants de clubs qui arriveront à la tête des différents clubs français à l'avenir, ils devront payer 13% de leurs revenus à vie, en fait, à cause de Vincent Labrune, à un fonds d'investissement qui s'appelle CVC, qui a certes injecté du cash à l'époque, mais dont certains clubs d'ailleurs n'ont pas vu la couleur, mais qui va ponctionner chaque année en fait 13% des revenus de la Ligue 1 à vie. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'en 10 ans, en fait, en un peu plus de 10 ans, si la promesse de Vincent Labrune avait été réalisée, la promesse du milliard et quelques, en fait, CVC serait rentré déjà au bout de 10 ans dans ses frais, aurait commencé à être largement bénéficiaire au bout d'une quinzaine d'années, donc sur les droits TV de la Ligue 1. Et le pire dans tout ça, c'est que en plus d'hypothéquer l'avenir de la Ligue 1 sur les 2 siècles à venir, en tout cas ad vitam aeternam, c'est-à-dire à vie, il a hypothéqué en fait l'avenir de la Ligue 1 à vie. C'est-à-dire que même quand il mourra, même quand les dirigeants actuels de la Ligue 1 mourront, eh bien tous les dirigeants futurs de la Ligue, les dirigeants futurs des clubs français vont avoir cette dette de 13% des revenus de la Ligue 1 à payer à vie, en fait, au fonds CVC, grâce à Vincent Labrune. Et le pire dans tout ça, il y a eu une commission du Sénat sur ça, c'est que à cause de ça, donc en tout cas plutôt grâce à ça, il a eu plus de 3 millions d'euros de primes. Et son salaire avait été multiplié par 3 puisqu'il était passé de 400 000 euros annuels à 1,2 million d'euros annuels grâce à ce deal avec CVC. Et il avait touché plus de 3 millions d'euros de primes grâce à ce deal. Donc, c'est-à-dire qu'il était lui-même bénéficiaire, en fait, de ce deal. C'est là où je trouve que c'est totalement absurde. C'est-à-dire comment on peut, en même temps, donc, être président d'une ligue de football professionnelle et, en même temps, donc, bénéficier d'un deal qui va hypothéquer les droits de cette même ligue et les droits de la Ligue 1 pour les générations futures. C'est-à-dire qu'en gros, il hypothèque l'avenir de la Ligue 1 tout en bénéficiant, lui, financièrement, clairement, des conditions de ce deal. Donc pour moi, c'est une absurdité totale. Il y a eu certes une commission sénatoriale, mais voilà, on se rend compte que non seulement il s'est mis à dos donc le partenaire historique, en tout cas le diffuseur historique de la Ligue 1, qui est Canal+, il s'en est mis plein les poches grâce au deal avec CVC. Il a hypothéqué donc l'avenir de la Ligue 1 pour les siècles à venir, pour toutes les générations futures, puisque c'est un deal qui est à vie. Tout ça en ayant eu un peu d'argent frais pendant la crise du Covid, alors il aurait pu aussi avoir des prêts bancaires, des emprunts bancaires, puisque la Ligue 1 génère des revenus très importants, ou en tout cas génère encore aujourd'hui des revenus très importants. Et je pense qu'il aurait pu avoir des emprunts bancaires qui auraient pu être réalisés et qui auraient évité à l'OM, bien évidemment l'OM aussi, mais à la Ligue 1 d'hypothéquer son avenir. Ce qui est marrant avec Vincent Labrune, c'est que en fait c'est quelqu'un qui est connu pour ne pas être un gros bosseur, c'est un homme de réseau, c'est un communicant, certes, c'est quelqu'un qui invite tous les présidents de Ligue 1 à soir, à manger, à se régaler, qui a énormément d'amis dans la sphère médiatique, dans la sphère politique, qui est l'ami de Nasser El Khelaifi, le président du PSG. D'ailleurs, on se demande, Vincent Labrune, souvent, s'il est président de la Ligue 1 ou s'il est une sorte de président adjoint ou de conseiller spécial du Paris Saint-Germain. C'est assez troublant, ces relations. On le voit jamais, en fait, aux côtés des présidents des petits clubs ou des clubs de moyenne importance ou autres. Mais quand il s'agit de s'afficher en tribune aux côtés de Nasser El Khelaifi, là c'est le premier à courir et à s'afficher. Encore une fois, il fait exactement ce qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire que il favorise ses intérêts à chaque fois au détriment de l'institution pour laquelle il travaille, même si dans les médias il dit le contraire. Et là où je reviens sur sa relation avec les journalistes,
Pour moi, c'est du pipeau total. Il a aucun respect pour les journalistes. D'ailleurs, dès qu'il y a une interview avec un journaliste, il manque pas de lui rappeler en off que c'est justement pour ça que si un journaliste lui pose ces questions, c'est pour ça que lui est journaliste que cette personne est journaliste pendant que lui il négocie des deals importants. Mais bon, si c'est pour négocier des deals importants de la même manière qu'il a négocié avec CVC ou avec Canal+, on se passera largement de ses services. Donc moi, j'espère largement qu'il sera bientôt en dehors du football français, parce que malheureusement, il a beaucoup nuit à l'OM, il a aussi au football français, et j'espère qu'il en partira très bientôt. Pour conclure, donc évidemment, Vincent Labrune, il m'a fait censurer, moi qui étais un simple journaliste et supporter. Il m'a privé de parole, il m'a privé de mon travail de journaliste aussi, puisque à cause de lui, donc c'était strictement plus possible de travailler dans aucun média. Et donc j'étais voué à rester indépendant et à travailler dans le domaine de la communication. Donc je me suis écarté du domaine du journalisme pour travailler dans le domaine de la communication et rester indépendant dans ma vision sur l'Olympique de Marseille. Pour parler de mon interview sur TF1, donc je vous le disais, Vincent Labrune, en plus d'être très proche du PDG et donc du président adjoint, donc Étienne Moujotte et Patrick Lelay à l'époque, il était aussi très proche d'Eric Anezo, qui était le producteur de l'émission Téléfoot, comme par hasard. Donc forcément, quand il a suffi juste d'un coup de fil pour me couper au montage de manière très lâche, très petite, malheureusement, puisque c'est facile de censurer quelqu'un pour son opinion, surtout quelqu'un qui a réussi à être médiatisé par ses propres moyens et sans faire appel à personne, et qui a dû faire face à la censure une première fois et qui s'en est relevé et qu'on continue à censurer simplement parce qu'il va pas dans le sens de la bien-pensance et qu'il ne pense qu'à l'intérêt de l'Olympique de Marseille et que ses analyses, elles ont pour seul objectif l'Olympique de Marseille et son intérêt. Et forcément, quand des dirigeants travaillent contre l'intérêt du club, eh bien, forcément, ils se sentent visés, malheureusement. Et ça aboutit à la situation à laquelle j'ai été confronté, c'est-à-dire ma censure. Malheureusement, au détriment parfois de la libre parole et de la liberté d'expression. Il y a eu, me concernant, pas une liberté d'expression, il y a eu une liberté de répression. Et c'est pour ça que ça m'émeut énormément et ça représente énormément pour moi d'être aujourd'hui face à vous, puisque je m'exprime librement grâce à YouTube. Je m'exprimais déjà librement grâce à mes réseaux sociaux que je vous mets ici, donc Facebook, Le Corbeau Phocéen et sur Twitter, Le Corbeau NTV. Et forcément, votre soutien, il me touche énormément et le fait que vous relayez mes publications déjà à l'époque, mes tweets, tout ce que je pouvais poster sur l'OM et son intérêt, tout ce qui était dans l'intérêt du club, sur les décisions du club, sur le processus décisionnel des dirigeants, sur la manière dont les décisions étaient prises, sur les décisions qui allaient contre l'intérêt du club. J'ai toujours publié, et d'ailleurs je vous mets en description le lien de mon blog, des articles au moment clé en fait pour l'Olympique de Marseille. Et par la suite, tout ce que j'avais écrit, et comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent, ça s'est révélé vrai. Et pour la petite anecdote, j'ai des dirigeants de l'OM en fait qui m'ont contacté personnellement à leur départ de l'Olympique de Marseille pour me dire que j'avais raison dans mes analyses. C'est-à-dire qu'ils avaient jamais réagi en fait à mes analyses jusqu'à leur départ. Ils m'ont envoyé un message pour me dire, et je révélerai pas leur nom bien évidemment par principe, mais pour me dire que j'avais raison. Pourquoi? Parce que je faisais toujours des articles d'anticipation en prévenant en fait plutôt qu'en guérissant, en disant voilà que telle décision allait fortement nuire à l'Olympique de Marseille et n'était pas dans l'intérêt du club. Et voilà, même si mon travail n'avait pas été reconnu à sa juste valeur et j'avais été vu comme un corbeau, un oiseau de mauvais augure, au final, les décisions que j'avais pointées du doigt, elles se sont révélées mauvaises et pour l'Olympique de Marseille et pour les dirigeants en question. Et le dernier exemple en date, c'est mon article que je vous mets aussi, dont je vous ai toujours parlé, sur l'affaire Rabiot, que j'avais diffusé en fait fin août, en précisant que littéralement que l'affaire Rabiot, elle allait causer la perte de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi. À l'époque, personne ne l'imaginait, mais moi, c'est ce que j'avais prédit en me basant sur ma perception, sur mon intuition, mais aussi sur l'analyse des décisions
prise à l'Olympique de Marseille depuis une vingtaine d'années. J'avais prédit que ça allait être le début de la fin pour l'Olympique de Marseille et ça a été le cas et on l'a très bien vu cette saison. Donc voilà, c'est pas une forme de reconnaissance, mais en tout cas mon travail, tout le travail que j'ai pu fournir, notamment depuis que McCourt a repris l'OM, on va pas dire qu'il a porté ses fruits, mais en tout cas pour la plupart des décisions que j'ai critiquées, elles se sont avérées critiquables, fort heureusement, et contre l'intérêt du club et contre l'intérêt même de ses dirigeants. Et je finis cette vidéo sur mon ami, en fait, Didier Roustan, quelqu'un que je considère comme étant mon ami, en tout cas quelqu'un que j'ai énormément respecté, énormément apprécié, qui repose en paix. J'apporte tout mon soutien vraiment à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont apprécié. Il y a son livre en fait que vous voyez ici, c'est Puzzle, c'est le dernier livre en fait qu'il a écrit avant de nous quitter malheureusement. Il a écrit ce livre juste avant, il a publié ce livre juste avant son décès. Donc ça parle vraiment de son parcours. Il a connu des monuments du football mondial, que ça soit Johan Cruyff, Maradona, Cantona, Platini, il parle de tout ça. Et ce qui est super intéressant dans ce livre, et je ferai une vidéo où je le rendrai hommage, c'est les passages où il parle de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de respect pour l'Olympique de Marseille et beaucoup d'affection, et je reviendrai sur ça dans une vidéo spéciale où je lui rendrai hommage parce qu'il le mérite très largement, et je vous invite déjà à acheter son livre qui s'appelle Puzzle, et donc vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Je pense fortement à lui, et je vais vous parler justement de tout ce qu'il a fait pour moi, Didier Roustan, avant son décès. Ça a signifié énormément pour moi. En fait, en 2014-2015, comme je vous l'ai expliqué, j'étais revenu après une pause de quelques temps, suite à mes 2 censures consécutives sur le Phocéen, puis sur TF1 et l'émission Téléfoot. Pour moi, le journalisme sportif, c'était un monde qui me fermait littéralement la porte, tout simplement parce que j'étais journaliste, mais aussi supporter. Je mettais pas le journalisme avant le supporterisme ou vice-versa. Pour moi, les deux vont ensemble. Quand on est journaliste, on peut aussi traiter de l'actualité de son club en fonction de l'intérêt de son club, et ça a toujours été ma ligne éditoriale, c'est-à-dire voir l'intérêt du club avant tout, et vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans ma bannière sur les réseaux sociaux, il y a marqué « Seul l'intérêt de l'OM compte », et ça a toujours été ma devise. Donc en 2014-2015, j'ai publié un article, justement, qui était intitulé « S'il devait ne rester qu'un seul homme », et où je traitais de l'affaire Bielsa, en fait, et du départ de Marcelo Bielsa. Le départ, il a été instrumentalisé par Vincent Labrune, par Margarita Louis-Dreyfus. Donc c'est eux qui l'ont poussé vers la sortie. Et j'avais expliqué dans certains articles pourquoi Bielsa avait été poussé vers la sortie et comment. Didier Roustan, il m'a découvert comme ça, de manière totalement indépendante. En plus d'être chroniqueur et éditorialiste indépendant sur le site OM Passion, j'avais mon propre blog et je publiais mes propres articles. Et ça a été en fait l'article avec lequel il m'a découvert. Et il m'avait consacré en fait une vidéo sur le site de l'équipe. Il m'avait énormément recommandé sur les réseaux sociaux, et en disant que mon article était incontournable. Donc je vous invite à découvrir la vidéo ici. Allez, franchement, c'est important, je trouve, c'est intéressant parce que ça donne aussi certains éléments, voilà, que moi je les savais, mais pour expliquer tout ça. Et, donc, vous allez sur la page d'accueil de Roustan TV, et là, il y a une bulle, ok? Et dans cette bulle, je mets le lien de Corbeau le Phocéen, qui a écrit quelque chose de très intéressant, mais c'est le Corbeau Phocéen. Et vous allez quand même comprendre certaines petites choses. Et pour terminer, je vous rappelle, n'oubliez pas le lien sur la une de Roustan TV, le Corbeau Phocéen. J'ai lu pas mal de choses intéressantes. Donc en fait, c'est quelqu'un, Didier Roustan, qui pour moi est le plus grand journaliste sportif français de son époque et même de l'époque précédente. C'est pour moi le plus grand journaliste sportif. C'est quelqu'un qui a fréquenté les plus grands joueurs de ce monde, tout en gardant sa simplicité, tout en gardant ce recul et puis sa passion, son regard de passionné sur le football, son regard de passionné sur le ballon rond. Et je pense qu'on n'aura plus jamais un Didier Roustan, on n'aura plus jamais un homme aussi simple, avec des valeurs aussi simples, aussi saines, aussi authentiques, et en même temps avec un regard aussi pur sur le football.
Et si vous regardez sa dernière interview, une de ses dernières interviews vidéo sur Mbappé, c'est tout simplement monumental. Où en fait, il explique littéralement qu'il paierait pas sa place pour voir un Mbappé au stade, quoi. Que pour lui, il est plus amateur de joueurs créatifs. C'est un vrai romantique du football. Et c'est quelqu'un qu'on a perdu et qui manque énormément au football aujourd'hui. On le voit aujourd'hui avec la Coupe du Monde, où le niveau technique, il est énormément bas. Et le niveau technique des joueurs, l'intelligence de jeu des joueurs et la technicité des joueurs est extrêmement basse. On voit de moins en moins de dribbles, on voit de moins en moins de créativité. Et lui, il s'est levé justement contre ça. Et c'était un grand partisan de Marcelo Bielsa. Et c'est là où on s'est très vite rejoint aussi. Une vidéo, comme je vous l'ai expliqué. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une crédibilité supplémentaire. Et puis ça m'a offert en fait un espèce de souffle et un espèce de renouveau. Et je me suis senti, j'ai senti que je faisais pas ça pour rien en fait à l'époque, même si c'était sans gagner quoi que ce soit en retour. Mais j'ai senti que je faisais pas ça pour rien et c'est grâce à lui et je le remercie énormément de là où il est. Donc par la suite, c'est quelqu'un qui a toujours recommandé mes analyses d'anticipation en fait sur les décisions de l'OM. Je vous les mets toutes en fait, je vous mets le lien de la vidéo de Didier Roustan dans la description et je vous mets aussi le lien de mon blog avec les articles qui ont été publiés en fait à chaque moment clé de l'Olympique de Marseille ces dernières années. À chaque fois qu'il y avait un moment clé ou une décision clé qui était prise pour le club, j'étais là pour l'analyser, pour analyser ce moment clé et les conséquences futures sur l'Olympique de Marseille. Donc je vous invite à découvrir ou à redécouvrir mon blog et mes articles, notamment depuis 2014-2015 et l'arrivée de Bielsa. Donc j'ai analysé les raisons de son départ, les raisons du départ de Marcelo Bielsa, les conséquences futures sur l'Olympique de Marseille. Et j'ai également écrit un article qui était sur les adieux méconnus de Marcelo Bielsa aux supporters de l'OM, puisque beaucoup de supporters de l'OM pensent que Marcelo Bielsa n'a pas fait ses adieux aux supporters, ce qui est faux. Et je l'explique très bien dans un article que je vous mets aussi dans la description. Et vous pourrez voir par vos yeux et par vous-même que Marcelo Bielsa avait fait ses adieux aux supporters de l'OM à sa manière. À la phrase de Didier Roustan qui répétait souvent quand je publiais un article, il mettait souvent comme toujours, le corbeau croisse juste. Et ça me fait sourire et bien évidemment c'est flatteur venant de sa part, mais ça me fait sourire parce que le corbeau, justement, c'est mon pseudonyme, le corbeau, c'est lié à la mauvaise image qu'a le corbeau, l'oiseau de mauvais augure par excellence, alors que c'est un des oiseaux les plus intelligents au monde et que par exemple le corbeau est plus intelligent qu'un perroquet ou que des oiseaux qui sont bien vus. Et ça c'est la métaphore parfaite en fait pour moi dans le milieu du journalisme, c'est-à-dire que je suis vu comme un corbeau, un oiseau de mauvais augure, alors que je fais que dire la vérité, en tout cas que j'estime être vrai, et donner une grille d'analyse qui soit pertinente pour les supporters et une grille d'analyse sur les décisions de l'Olympique de Marseille qui soit toujours dans une optique de préserver l'intérêt du club. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je pense que j'aurai pas souvent l'occasion de vous parler de mon parcours et de tout ce que j'ai traversé autour de l'Olympique de Marseille. Le plus important, c'est que je suis là, j'ai toujours été derrière mon club, j'ai toujours eu pour objectif de préserver l'intérêt de mon club et d'évoquer les décisions des décideurs de l'OM sous l'angle de l'intérêt de l'OM. Et forcément, à chaque fois qu'il y a une mauvaise décision ou des mauvaises décisions qui seront prises, je serai toujours là pour les évoquer. Et le but de la chaîne, c'est aussi ça, c'est d'aborder les décisions qui ont été prises et d'aborder les décisions qui pourraient être mauvaises pour le club. Et donc, je serai là pour les évoquer avec vous dans les prochaines vidéos. Je vous remercie encore pour votre soutien. C'est très, très important. Ça compte énormément pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez juste en bas, le bouton s'abonner. Vous recevrez les notifications sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager auprès de vos proches supporters de l'OM et à donner votre avis en commentaire. C'est très important. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir assisté à celle-ci, de l'avoir regardée jusqu'au bout.
J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'en profite pour rendre hommage encore une fois à René Malville et à Didier Roustan comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. C'était des personnes que j'ai pu côtoyer, que j'ai énormément appréciées et qui ont tout mon respect. Je leur souhaite de reposer en paix. Je porte aussi tout mon soutien à leur famille, à leurs proches et à toutes les personnes qui les ont connus.